Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un petit film indépendant pas très connu, j'ai nommé 2001 l'Odyssée de l'espace. Blague à part. Pour commencer, je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu le film, j'étais un peu du genre J'ai rien compris. Ouais. Et vu que certains d'entre vous dans les commentaires m'ont motivé, je me suis dit, allez cette fois, on s'attaque à du Kubrick, on s'attaque à 2001 l'Odyssée de l'espace. Et première chose à savoir, il y a beaucoup d'éléments à décortiquer dans 2001, et on ne pourra pas tous les prendre en compte. Mon analyse va donc se concentrer sur certains points précis, sinon on s'en sort pas. En effet, il n'existe pas de message unique à cette Odyssée. Kubrick a particulièrement spécifié qu'il ne voulait pas directement donner d'explication à son œuvre. Ok, d'habitude je m'attaque directement au résumé du film, mais vous allez vite comprendre que c'est totalement ridicule d'essayer de résumer 2001 l'Odyssée de l'espace. En soi-même, il n'y a que peu d'événements qui parcourent le film, et c'est surtout l'ambiance, l'atmosphère qui fait la grandeur de 2001. Néanmoins, on va quand même résumer brièvement les grandes étapes de l'histoire. Le film se divise en 4 phases bien distinctes. L'aube de l'humanité, l'an 2000, le voyage en direction de Jupiter, et au-delà de l'infini. À l'aube de l'humanité, on observe un petit groupe de singes au sein duquel va apparaître le monolithe, un artefact étrange d'un noir absolu. Les singes vont alors avoir l'idée d'utiliser le reste d'un bras squelettique comme arme afin de se défendre contre les autres tribus. Ensuite, on saute directement aux années 2000 où on découvre que l'être humain a installé des colonies dans l'espace, notamment sur la Lune. C'est d'ailleurs sur celle-ci que le monolithe va à nouveau apparaître, enfoui sous plusieurs mètres de terre. Les scientifiques remarquent que le monolithe semble envoyer un signal en direction de Jupiter. Une mission top secrète est alors mise en place. Celle-ci consiste en un long voyage en direction de Jupiter. Lors de ce périple, 3 membres d'équipage sont plongés en hibernation, tandis que les 2 pilotes s'occupent du bon fonctionnement du vaisseau. Pilotes qui répondent au nom de Bowman et Poole. Poole, pas Poole. Ils sont accompagnés dans leurs tâches quotidiennes par HAL, ou Carl dans la version française, l'intelligence artificielle la plus puissante jamais créée. HAL est en quelque sorte la conscience du vaisseau et il a accès à presque toutes les fonctions de celui-ci. Plus tard, HAL fera une erreur de calcul en désignant le mauvais fonctionnement d'une partie du vaisseau qui est pourtant en parfait état de marche. Bowman et Poole commencent à douter de HAL et souhaitent le débrancher. Celui-ci, comprenant leur intention, se rebelle et tente de les exterminer. Il fait éjecter Poole et arrête les fonctions vitales des scientifiques en hibernation. Finalement, Bowman, seul survivant, parviendra à déconnecter l'intelligence artificielle et enclenchera alors un message vidéo laissé par les investigateurs de la mission. Il apprendra alors le véritable objectif de celle-ci et continuera seul sans périple. On approche Jupiter, le monolithe refait une apparition et le voyage devient psychédélique. Bowman se retrouve dans une chambre où il se voit à différentes étapes de vieillesse jusqu'à arriver au bord de la mort. Le monolithe apparaît devant lui. Bowman devient un fœtus et s'agrandit au point d'avoir la taille de la Terre. Ok. Avant toute chose, on va prendre en compte ce que Kubrick disait de son film. 2001 l'Odyssée de l'espace est avant tout une expérience non verbale. Et cette citation explique à merveille l'objectif de ce film. 2001 n'est pas une histoire qui s'explique grâce à son scénario. Il faut voir, entendre et ressentir le film. Kubrick a essayé de nous faire comprendre que tout ce qui dépasse la condition humaine ne peut pas être comprise par notre logique. Et s'il fallait résumer de manière beaucoup trop condensée tout le but de ce film, on le ferait ainsi. Montrer l'évolution humaine du singe à l'homme et de l'homme au surhomme. Cette analyse s'appuie sur les travaux de Nietzsche sur lesquels on va revenir un peu plus loin. On va commencer par analyser certains points du film. Tout d'abord, le symbole du cercle qui est présent tout le long du film sous la forme du vaisseau, de HAL ou encore dans le cadrage de manière générale. Ceci servirait de rappel au cycle qui se répète tel une Odyssée. Car qu'est-ce qu'une Odyssée si ce n'est un voyage en quête d'un objectif et une fois celui-ci atteint, un retour à la case départ. Et ce schéma va nous permettre de construire notre analyse. 2001 l'Odyssée de l'espace obéit à une certaine forme d'évolution et on va pouvoir se baser là-dessus. On a donc dans l'ordre, étape 1, l'être humain crée la technologie, étape 2, la technologie prend le dessus sur l'être humain, étape 3, l'être humain gagne le combat contre la technologie et dépasse donc ses propres idées, étape 4, l'humain devient le surhomme. Le monolithe est donc le départ de l'évolution de l'homme. Mais existe-t-il vraiment? N'est-il pas qu'une simple idée, un écran noir sur lequel on peut projeter tout ce que l'on désire? Dans tous les cas, il est présent à chaque nouvelle étape du film pour ouvrir un nouveau cycle, de nouvelles idées qui amèneront à différents types de confrontations et d'évolution. Les hommes sur la Lune qui découvrent le monolithe pensent qu'il aurait pu être envoyé par une civilisation plus avancée. Cela représente bien la peine qu'a l'être humain de considérer que quelque chose puisse se situer au-delà du niveau mortel. En tout cas, partons du principe que le monolithe n'est qu'une idée ou qu'il amène à la conception d'une idée. On va reprendre notre petit schéma et avancer étape par étape. Étape 1, l'être humain crée la technologie. On se retrouve donc à l'aube du temps. Aucun outil n'est encore utilisé par les êtres primitifs qui peuplent la Terre.
rien ne différencie les futurs humains du reste des animaux sauvages. Tous n'obéissent qu'à l'instinct naturel de la survie. Quand soudain apparaît une idée. La première. Le singe se sert alors de son premier outil, un bras squelettique. Et ce premier outil ne sera nul autre que la première arme de l'histoire de l'humanité. Dans tous les cas, la technologie avancera jusqu'à la conception de Hal, le paroxysme de la création humaine. Une intelligence si parfaite qu'il pourrait être une œuvre divine. Mais il n'hésite pas à tuer ses pairs s'il considère qu'ils peuvent mettre en péril une mission. On entre alors dans la seconde étape. La technologie prend le dessus sur l'être humain. Lorsque l'être humain voyage dans l'espace, il doit réapprendre à manger, aller aux toilettes, à se déplacer. Bref, il réapprend à vivre comme le ferait un enfant qui vient de naître. L'humain est alors dépendant de ses outils et il est vulnérable sans ceux-ci. Et c'est dans ce chaos de faiblesse que Hal profite de ses avantages. Il est alors supérieur à l'équipage, presque omnipotent dans le vaisseau. La technologie a dépassé l'être humain. Mais Bowman ne se laissera pas faire et fera tout pour vaincre cet ennemi qu'il a lui-même créé. On arrive à la troisième étape. L'homme prend le dessus sur la technologie. Bowman parvient après de nombreux efforts à déconnecter Hal avec un simple tournevis. Il détruit son ennemi qui est le paroxysme de la conception humaine. Il a ainsi dépassé symboliquement les idées et les intelligences humaines qui ont existé depuis l'aube des temps. Il est alors prêt à passer à la quatrième étape. L'humain devient le surhomme. Bowman s'approche de Jupiter et arrive dans une sorte de passage entre deux mondes. Sous ses yeux défile alors un voyage onirique, métaphysique, psychédélique et plein d'autres adjectifs en hic. Mais en gros, devant lui défile quelque chose qu'il ne parvient pas à comprendre, à déchiffrer. Véritable périple de couleurs, de sons et d'images. Malgré tout, le chemin lui est offert. L'accès à la suite de l'évolution lui est accordé. Et c'est dans cette chambre quelque peu étrange que pourra commencer cette évolution. Cette chambre, élégante, représenterait les accomplissements culturels de l'homme, les différentes formes d'art qui ont parcouru l'humanité. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle est aussi stérile et silencieuse, presque oppressante. On est là dans l'univers de l'homme, qui est censé lui être familier, mais qui lui est aussi hostile. Preuve que Bowman se trouve entre deux couches d'évolution, entre le monde compréhensible et l'infinité de connaissances possédées par le surhomme. Et c'est dans cette frontière que tous les repères humains et temporels disparaissent. On retrouve un Bowman vieilli, au bord de la mort. Et c'est alors qu'il va succomber que le monolithe apparaît à lui permettant d'accéder au nouveau stade d'évolution, comme l'artefact l'avait fait pour les premiers hommes. Maintenant, parlons brièvement de Nietzsche. Ou Nietzsche. Je dirais Nietzsche. Nietzsche est un philosophe et poète allemand, et on retrouve bon nombre de références à l'une de ses plus grandes œuvres, ainsi par les Zarathustra ou Also sprach Zarathustra, dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Le premier indice qui nous est confié par Kubrick est la musique d'ouverture du film, composée par Strauss, qui porte le nom de l'œuvre de Nietzsche. Et effectivement, on trouve comme pilier central du film la notion de surhomme qui fait partie intégrante de la pensée nietzschéenne. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette philosophie, déjà parce que je ne la maîtrise pas, mais surtout parce que la vidéo risquerait de durer plusieurs heures. Néanmoins, on peut considérer que le surhomme selon Nietzsche serait un être vivant dans une nouvelle culture, faite de spontanéité et d'art, et qui apparaîtra après la mort de Dieu. La Terre appartiendra alors à l'être humain. Ok, c'est un peu vague dit comme ça, mais on va utiliser les mots de Nietzsche pour essayer de mieux comprendre ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Une dérision ou une honte douloureuse. Et ce que doit être l'homme pour le surhomme, une dérision ou une honte douloureuse. En gros, l'évolution de l'homme au surhomme serait au moins aussi importante que l'animal qui devient homme. On peut alors considérer qu'un cycle se termine et qu'un nouveau peut commencer. Ainsi, Bowman renaît sous une nouvelle forme. Il devient l'embryon universel, gardien de la terre humaine. S'il est représenté par la forme d'un embryon, c'est probablement parce qu'on ne peut pas imaginer la forme qu'aurait le surhomme. On ne peut pas la définir par notre logique, car c'est au-delà de notre compréhension. Et donc, la meilleure façon de représenter le renouveau, c'est bien la naissance. Et vous savez ce qui est beau avec cette analyse? C'est qu'elle est sûrement fausse ou incomplète. Comme je l'ai dit plus tôt, Kubrick n'a donné aucune explication à son film et il laisse le bon soin aux spectateurs de faire leur propre analyse. Et je peux vous affirmer qu'après juste quelques recherches, on trouve un nombre d'analyses différents absolument hallucinants. Pas seulement sur l'aspect philosophique du film, mais également sur des éléments bien précis qui complètent ou contredisent des déductions que j'ai faites plus tôt. Rien que sur le monolithe. J'aime beaucoup le principe qu'il ne soit en fait que l'incarnation d'une idée, mais on peut trouver bon nombre d'autres explications. Vous en voulez? Le monolithe est envoyé par des extraterrestres afin de faire une expérience sur les êtres humains. Une autre? Le monolithe est une métaphore d'un écran de cinéma qui ne prend cette fonction que lorsqu'il devient horizontal, projetant alors à nos yeux les images indéfinissables que Kubrick a créées. Encore? Le monolithe est la mort incarnée, elle donne les outils aux êtres humains afin que ceux-ci s'entretuent et viennent la nourrir. Ça vous suffit pas? Le monolithe est un cadeau divin, il donne la connaissance aux hommes, mais ceux-ci trahissent le divin en créant Hal, une vie artificielle. Le dieu vengeur décide alors d'exterminer la race humaine qui l'a trahi. Et ça ne s'arrête pas. Kubrick disait «
2001 est une expérience visuelle non verbale. Cela évite une verbalisation intellectuelle et atteint directement le subconscient du spectateur d'une manière essentiellement poétique et philosophique. Le film devient ainsi une expérience subjective qui frappe le spectateur à un degré intérieur de conscience, tout comme la musique ou la peinture. Outre le côté quelque peu pompeux de cette formulation, c'est tout de même ce qui ressort du film. Une expérience personnelle. On comprendra probablement tous le film d'une façon différente et nos analyses ne seront jamais complètes, voire elles se contrediront entre elles. Il y a tellement à analyser, à décortiquer dans 2001 l'Odyssée de l'espace, tellement de façons de voir le film, tellement de messages qu'on pourrait en sortir, qu'on est en droit de se demander, est-ce véritablement bien nécessaire de l'analyser ou d'en débattre? Mais surtout, ce qu'il faut retenir de 2001 selon moi, c'est ceci. En visionnant ce film, chacun vivra son propre voyage. Chaque spectateur verra le film d'une façon différente et sera touché d'une manière qui lui est propre. Bref, chacun d'entre nous vivra sa propre Odyssée. Et à ce propos, je serais vraiment intéressé d'avoir vos analyses à ce sujet. Est-ce qu'il vous a fait réfléchir? Est-ce que vous êtes ennuyé? Est-ce que votre analyse entre en contradiction avec la mienne ou mieux, est-ce qu'elle la complète? Et comme d'habitude, s'il y a des films qui selon vous seraient intéressants à décortiquer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci en tout cas à vous de continuer à me suivre, ce sont vos retours qui m'ont donné envie de décortiquer 2001 Odyssée de l'espace. Merci à tous et à très bientôt.